Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. La catastrophe de Courrières, de poussière et de feu. « 10 mars 1906, 6 heures du matin. Comme chaque jour, 1664 mineurs et galibots, dont certains à peine âgés de 14 ans, sont déjà descendus dans les fosses 2, 3, 4 et 10 du bassin minier de Courrières. La routine. Ces hommes et enfants quittent chaque jour le monde des vivants pour s'engloutir à plus de 330 mètres sous terre. Une consolation toutefois, pas de risque de coup de grisou. Les puits sont sécurisés, qu'ils ont dit. 10 mars 1906, 6h30 du matin. Une fumée noire s'échappe du moulinage de la fosse 3 à l'étage de 180. L'air s'alourdit, puis, sans prévenir, une déflagration. 300 gueules-noires apeurées remontent précipitamment par la fosse 10. Dans le chantier Le Coeuvre, une étincelle ou une cartouche amorcée provoque un coup de poussier. La poussière de charbon, plus explosive que le grisou s'embrase. La flamme se propage à plus de 3300 km à l'heure, dévorant 110 km de galeries communicantes en moins de 2 minutes. Le feu galope comme une traînée de poudre. 5 puits, 4 fosses, tous désormais prisonniers d'un même brasier. Les échelles s'effondrent, les bois s'écroulent, les portes s'arrachent. Des chevaux et des bris incandescents sont projetés à plus de 10 mètres de hauteur. Les cages ne remontent plus. Une géhenne consumant tout sur son passage, un champ de bataille apocalyptique. Théophile Gautier, dans le salon de 1869, décrit une toile d'Émile Breton, natif de Courrières, comme, je cite, « un soleil couchant qui descend derrière un horizon de forêt, dans la braise des nuages incendiés de reflets rouges. » Mais en 1906, ce n'était pas un tableau, c'était Courrières en flammes. Des gaz méphitiques envahissent les veines de la mine et les poumons des captifs. Des survivants aveuglés, brûlés, écœurés par les odeurs âcres, titubent dans l'obscurité, écrasent sans les voir des corps à terre. Leurs vêtements ont fondu sur leur peau en lambeaux, et très vite s'amoncellent des cadavres. À la surface, les proches, la gorge nouée, la peur au ventre attendent. C'est long, interminable. La compagnie, elle, agit vite, peut-être trop. Elle mure les galeries, inverse l'aérage pour étouffer l'incendie. Ne serait-on pas en train de sacrifier des vies pour préserver les structures ? On murmure, on soupçonne, on fulmine. Le 13 mars, sous une tempête de neige, les morts sont enterrés en présence de 15 000 personnes. Le même Théophile Gautier, dans le même catalogue, compare une autre toile d'Émile Breton, toujours natif de Courrières, comme, je cite, « une entrée de village par un temps de neige, d'un effet aussi froid et triste que l'autre est ardent et coloré. » Mais en 1906, ce n'était pas un tableau, c'était Courrières en deuil. Des corps calcinés méconnaissables sont entassés dans une fosse commune baptisée le silo. Il faut éviter tout risque d'épidémie. Pas de nom, pas d'adieu, pas de croix. La cérémonie est brève, expédiée, et la colère immense. Assassin! Les familles endeuillées huent le directeur de la compagnie. Et puis, derrière les larmes des femmes, un miracle. Le 30 mars, 13 hommes surgissent de l'ombre, écrasés de fatigue, affamés, assoiffés, misérables. Un parcours du combattant de 20 jours, à se battre avec les rats pour sauver un quignon rassis découvert dans la poche d'un cadavre, à manger la chair crue d'un cheval, à errer dans un dédale opaque de corps et de ferrailles brûlantes. Le 4 avril, Auguste Berthoud, un 14e miraculé de l'enfer, est retrouvé vivant grâce à l'aide des Allemands venus prêter main forte. Oui, des Allemands. La catastrophe minière la plus meurtrière d'Europe fait entrer le mot « rescapé », version picarde de « réchappé », dans la langue française. Mais le retour à la surface de ces quelques hommes
n'efface rien au déchirement, à la torture, à l'amertume. 50 000 gueules noires se mettent en grève. Elles dénoncent l'injustice, les salaires déplorables, les conditions de travail inhumaines attisées par un courroux justifié. On a préféré sauver des machines à des vies humaines en stoppant trop rapidement les secours. Georges Clémenceau, fraîchement nommé ministre de l'Intérieur, envoie une troupe de 20 000 soldats pour établir l'ordre. Face à eux, des familles endeuillées, des femmes en pleurs, des enfants orphelins que rien ne peut apaiser. Cette crise sociale provoquée par l'événement aboutit malgré tout à l'adoption de la loi imposant le dimanche chômé. Aujourd'hui, une stèle à Méricourt, une église à Salomine, 1099 noms gravés dans la pierre et les mémoires, et le silence. Pas celui de l'oubli, mais celui du respect.